Bonjour à tous. Suite au dépouillement et au classement des cartons FN 21, on a pu constater que dès les années 20, comme le disait Marine plus tôt, on a une véritable crainte du cinéma américain dans le box-office français. Il y a une influence du cinéma américain qui est évidente et presque omniprésente dans ce box-office, pardon. Et en fait, ça arrive au moment où on réinvente totalement le cinéma, les codes du cinéma, où on essaye d'établir des lois et un statut général du cinéma. Et ça inquiète de plus en plus à la fois les techniciens, les réalisateurs, les producteurs et toute l'industrie du cinéma français. Notamment, on en parlait plus tôt, on a Germaine Dulac qui avait, alors je ne sais plus dans quel carton c'est, si c'est le 548 ou le 549, mais qui avait notamment écrit une lettre au ministère des Beaux-Arts en expliquant qu'elle s'inquiétait de cette entre guillemets invasion du cinéma américain dans le box-office du cinéma français, et elle demandait à pouvoir aider pour faire le maximum pour que justement le cinéma français soit mis plus à l'honneur que le cinéma américain en l'occurrence, parce qu'il est beaucoup question du cinéma américain plus que cinéma étranger. On connaît un peu le contexte des années 30, on a en 1933 Hitler qui accède au pouvoir, qui devient chancelier en Allemagne, on a tout ce cinéma français qui est bouleversé par cette élaboration du statut général du cinéma. On a évidemment les techniciens et les acteurs du cinéma d'origine juive qui sont écartés des projets. On a une tension qui est créée par la tension du contexte historique et par tous ces chamboulements. Et en 1939, la guerre est déclarée. Dans ce contexte-là, quelques mois avant l'annonce officielle de la guerre, sort ce film de Van Dyck, qui est un réalisateur américain qui sort en France, Marie-Antoinette, qui est une adaptation de la biographie écrite par Stefan Zweig. Et à ce moment-là, il était intéressant pour moi en prenant ce synopsis que j'ai retrouvé dans le carton 548, il me semble, qui était ici pour en fait à la base une demande de prise de vue dans le jardin des Tuileries, il me semble. Il était intéressant pour moi de voir comment un symbole français, dans ce contexte historique, par le cinéma américain, était représenté et quels étaient plus ou moins les enjeux et la réception du film en France. Voilà. Donc, si le film hollywoodien mythique Autant n'emporte le vent, qui est sorti le 15 décembre 1939 aux États-Unis, ne sort en France que 10 ans après, le Marie-Antoinette de Van Dyck a échappé de justesse à cette censure de l'industrie française du cinéma en sortant seulement 8 mois après sa sortie, sa projection américaine, sa première projection américaine. Il est important pour moi dans ce dossier de séparer la représentation hollywoodienne que Van Dyck a fait de Marie-Antoinette à cette époque-là et une étude comparative avec deux films de Camille de Morlon, réalisateur français des années 10 en l'occurrence, parce que les deux films sont de 1909 je crois et 1910, qui justement cette fois parle également de Marie-Antoinette mais apporte une approche différente de celle que Van Dyck va apporter 20 ans plus tard, 30 ans plus tard. Voilà. Donc voilà. Bon, pour les Américains et comme pour je pense dans le monde entier, Versailles et Paris sont souvent considérés comme les symboles de la France. Pour Paris parce qu'elle est la capitale et Versailles pour son aspect hautement historique, avec notamment Louis XIV, Louis XVI, Marie-Antoinette et tout ça. Si Louis XIV, le roi Soleil est considéré comme un monarque puissant qui a beaucoup fait pour les arts, Marie-Antoinette est souvent en France représentée comme pas une victime, mais justement plus comme le symbole de l'oppression avant la Révolution française et de la déchéance de la monarchie. Et sa décapitation devient le symbole de la prise de pouvoir du peuple et de l'avènement de la République en France.
Dans le film de Van Dyck, justement, on a une autre facette qui nous est montrée de Marie-Antoinette, d'après la biographie de Stefan Zweig, évidemment, qui nous montre pas Marie-Antoinette comme une jeune femme futile et frivole qui a ruiné l'État par toutes ses extravagances et par l'amour du jeu, sa réputation, etc., mais plus comme une victime des bassesses de la cour, une jeune femme qui est arrivée au pouvoir et qui a été mariée très tôt, qui a été beaucoup calomniée parce qu'elle était étrangère, qui en a pris, voilà, qui a beaucoup enduré. Et alors que nous, on retient souvent cette phrase qui est restée dans les annales, qu'il mange de la brioche en réponse à la fameuse phrase qui disait que le peuple français mourait de faim et qu'il n'avait même plus de quoi manger du pain. Van Dyck complètement occulte cette vision-là de Marie-Antoinette pour en faire une personne qui est à la fois une amie loyale du souverain Louis XVI et la maîtresse de comte de... je ne sais plus comment... Merci, Versailles, et qui devient presque une victime de la Révolution française plus qu'un bourreau. Et elle est complètement... voilà. Et à aucun moment, par exemple, il y a cette affaire du collier de la reine que Camille de Morlon va évoquer en 1909 dans un court-métrage dans lequel, en fait, qui est une histoire vraie, où il y a une histoire de vengeance d'une comtesse suite à, je ne sais plus, un regard ou une phrase que Marie-Antoinette aurait dit ou fait, ou le fait qu'elle l'ignore, je ne sais plus qu'est-ce que c'est, je ne me souviens plus. Mais cette comtesse, pour se venger, va engager une femme qui ressemble trait pour trait à la reine et convaincre une personne proche de la reine d'acheter un collier en se faisant passer pour la reine et en faisant croire qu'elle veut acheter ce collier qui est évidemment hors de prix, que le roi voulait lui offrir dans un premier temps et qu'elle avait refusé parce qu'il est hors de prix et que son peuple meurt de faim. Donc évidemment cette supercherie vise à mettre à mal la réputation de la reine encore plus qu'elle ne l'est déjà. Et dans le film de Camille de Morlon où cette histoire est évoquée, la reine, on évoque vraiment le côté supercherie et tromperie, et on parle pas trop de la reine. Et dans ce film de Van Dyck, là, c'est un coup de poing et un coup de plus pour la reine, mais on ne parle pas vraiment des instigateurs de cette cabale. On ne parle pas vraiment de l'histoire comme une ruse pour détruire encore plus sa réputation, mais on parle vraiment des conséquences de cette supercherie. Elle est vraiment tout le temps martyre. À aucun moment, elle va vraiment donner l'air d'être quelqu'un de frivole, sauf quand elle est très blessée par des propos, par exemple à Dubarry ou autre. Et c'est vraiment cet aspect-là que l'on retrouve le plus dans l'œuvre de Van Dyck. Ce qui est intéressant dans cette comparaison, c'est qu'on se retrouve avec un film français des années 10, mais les deux films sont d'avant-guerre, et on se retrouve avec une vision française où Marie-Antoinette est le bourreau, elle est celle qui met à mal celle qui va ruiner la France, et qui va vraiment symboliser le ras-le-bol total du peuple. Et on a la vision américaine, presque, pas aseptisée, mais presque bisounours, si je peux me permettre, de Marie-Antoinette, qui est une martyre, qui est plus une maîtresse et une amie qu'une souveraine.
Donc c'était intéressant de voir ces deux aspects. Je pense que dans un contexte où on se retrouve avec la guerre et tout ça dans les années 30 et une invasion du cinéma américain, c'était intéressant de voir ces deux aspects d'un symbole français qu'est Marie-Antoinette. Alors, en ce qui concerne la réception du film en France, donc qui se fait en 1939, j'ai quelques citations. Évidemment, la presse française dénigre le film en tout point. L'animosité est vraiment palpable. On peut notamment retrouver des critiques comme celle du Figaro qui écrit « Le cinéma américain va tout de même un peu fort. On ne saurait présenter sous des dehors plus brillants une série plus complète d'inconvenances et d'inexactitudes historiques. Nous croyons tour à tour à lire un pamphlet ou un conte bleu. Tout est bousculé, le bon, le mauvais et le pire. » Il est vrai que dans l'adaptation de Van Dyck, on est dans le cinéma hollywoodien classique qui se rapproche davantage du film d'adaptation de comédie musicale de Broadway, comme par exemple Gold Digger, les chercheuses d'or, je ne sais pas si ça parle au plus grand nombre, que dans le cinéma français des années 20. La presse française reproche énormément au film les inexactitudes historiques et son aspect trop romancé. Donc, en fait, on reproche clairement au film d'être trop américain. C'est vrai. Et c'est vraiment, le film est vraiment perçu comme une invasion américaine, une énième invasion américaine. Pierre Malo, pour L'Homme libre, écrit « Les Américains ont une fâcheuse tendance à simplifier au détriment de la vérité les choses les plus compliquées et à découper l'histoire en tranches fines comme du jambon. » Les deux critiques s'attaquent également au personnage de Louis XVI, qu'ils considèrent outrageusement caricaturé, et ils voient presque une offense à l'histoire de France. Ils décrivent une bouche pâteuse de dégénérés, des mines boudeuses d'enfants tarés, et perçoivent ça comme un spectacle intolérable. Ils disent également que Robert Marley a corrigé le personnage de Louis XVI avec le désir évident de nous donner une caricature. Voilà. Donc, on reproche au film son aspect trop romancé, son aspect caricatural d'un symbole français auquel on ne veut pas toucher. D'un côté, qui est un symbole français qu'on dénigre, mais auquel on ne veut pas ajouter de fioritures américaines. Le film devient un prétexte, clairement, de cette guerre entre l'invasion du cinéma américain et le cinéma français et son industrie qui voit tout ça d'un œil extrêmement mauvais. Aux États-Unis, le film est quand même, il rencontre un très fort succès, il est quand même nominé 4 fois aux Oscars. Même si la presse française s'acharne à le considérer comme une œuvre divertissante et relativement outrageante. Voilà, je pense que je vais conclure, sinon on n'aura pas le temps de parole. Donc, Marie-Antoinette de Van Dyck est une œuvre singulière qui apparaît à une époque charnière pour le cinéma français et dans un contexte où il est relativement nouveau. D'aborder le personnage de Marie-Antoinette d'une autre manière, comme une femme intelligente et sous-estimée qui a été malmenée et peut-être sacrifiée, et de voir la Révolution française autre comme une fierté et une victoire du peuple sur l'oppression d'une monarchie absolue, mais plutôt d'une période sanglante et une barbarie. On peut donc supposer que c'est pour toutes ces raisons que le film en France a été vivement critiqué lors de sa sortie en salle, refroidissant certains élans patriotiques. C'est tout pour moi.